Bien, bonjour, merci d'être là. On va vous proposer en 1 heure de vous faire une petite restitution de notre voyage en Inde et puis ensuite questions-réponses, networking. Voilà, donc d'abord, qui sommes-nous? InnoCherche, réseau de veille innovation. On fait 3 choses, on fait de la veille, donc on fait beaucoup de voyages de veille. Donc là, on revient d'Inde, on était en Chine il y a 15 jours, on va en Silicon Valley dans 15 jours. Ensuite, on fait du décodage, parce qu'il faut arriver à décoder ce qui se passe. Et enfin, de la transposition, qui est le Graal, c'est-à-dire toute la disruption digitale aujourd'hui, c'est toujours, et on l'affirme bien haut et fort, la transposition d'un usage nouveau dans un marché qui va bouleverser un autre marché. C'est l'usage qui se transpose et qui révèle les besoins inassouvis et qui crée les opportunités pour le nouvel entrant. Voilà, donc ça, on suit ça depuis 2009. Donc on commence à voir notre grille de décodage qui est symbolisée là-dedans. Mais je ne vais pas vous faire l'histoire de ce petit dessin. Vous avez des livres très bien faits qui vous l'expliquent. Mais on le reprendra petit à petit au cours de l'exposé. Donc nos voyages de veille, on en fait 7, 8 par an. La plupart, c'est des interentreprises. Donc là, on était 4 sociétés différentes. Il y avait SNCF, il y avait Chanel, Française des Jeux, Renault, et puis nous deux avec Frédéric. Donc toujours 5 jours, c'est 5 jours minimum, parce que le déclic, on se focalise sur le déclic, a lieu en général à la fin du 3e jour. C'est-à-dire quand vous avez fait 3 x 4, 12 boîtes en 3 jours, et que vous dites, ma parole, ils attaquent de partout, et c'est à peu près tous les schémas, et il n'y a pas de secteur qui est épargné. Voilà. Donc là, on va vous parler du boom de l'Inde. Le thème du voyage, c'était frugal versus ultra low cost. Donc frugal, le programme spatial indien. On est passé voir Infosys, on était à Bangalore et à Chennai. Et à 4 heures de bus de Bangalore, il y a Mysore, où Infosys a son campus. Ça, c'est impressionnant. On vous parlera de la Quid. Vous connaissez tous la Quid? Non? Donc si vous avez un copain qui travaille chez Renault, vous dites, c'est toi qui fais la Quid? Et vous verrez ce qu'il répond. C'est assez étonnant. Et puis, on fera question-réponse. Alors, bien, voilà. Le boom de l'Inde. Finance, éducation. Donc, il se passe quelque chose d'impressionnant sur la finance. C'est pas ça. Ça, c'est la face immergée de l'iceberg. Ça, c'est novembre 2016. On a parlé dans les médias. Et donc, ils ont retiré des vieilles coupures. Mais on va voir ce qu'il y a dessous est beaucoup plus intéressant. Et puis, il y a aussi un truc programmé qui va arriver dans 3 ans. C'est réglé dans du papier à musique. C'est que, grosso modo, il y a un déploiement général de la 3G et de la 4G en Inde. Et il y a 600 millions d'Indiens qui, jusqu'à présent, n'avaient pas accès à l'Internet, qui sont jeunes et qui vont avoir accès à l'Internet. Donc, vous savez, Goethe disait « L'homme n'a de génie que quand il a 20 ans et qu'il a faim ». Eh bien, ils ont 20 ans, ils ont faim. Donc 600 millions de jeunes qui arrivent dans le jeu collaboratif mondial, ça fait des vagues. Et on va voir à peu près ce que ça va donner. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait un Wikipédia avant de venir, l'Inde, c'est ça. Hein. Donc 3,3 millions de kilomètres carrés, 6 fois la France. Et vous voyez, c'est une configuration d'États. Il y a 24 États en Inde. Okay, donc c'est un peu la France du Moyen-Âge, si vous voulez. Okay, donc les Anglais ont essayé de coloniser tout ça à peu près. Donc ça parle un peu anglais, mais ça ne parle pas anglais partout. Et surtout, c'est un pays qui croît à 1,5% par an. Donc vous faites le calcul, 1,5 de 1,3, ça fait grosso modo 20 millions d'Indiens, de jeunes bébés indiens tous les ans. Vous faites ça fois 25 ans, et ben ça vous fait 500 millions d'Indiens. D'accord? Et aujourd'hui, la moitié de la population indienne a moins de 25 ans. OK? Donc, densité par habitant, 3 fois celle de la France, donc c'est dense. Donc, 22 États, 22 langues nommées dans la Constitution, mais il y a 234 langues maternelles. OK? Donc, vous voyez la richesse culturelle, alors qu'en Chine, il y a la même population, mais 92% de Han, une seule ethnie. Donc complètement différent. Et il faut faire attention à notre image de l'Inde. Nous, on voit ceux qui voyagent, entre guillemets.
Et ceux-là, ils parlent anglais, mais ceux qui voyagent et qui parlent anglais, c'est que 20% de la population. 5 religions, l'hindouisme 80%, mais il y a les 4 autres. Les castes répertoriées, il n'y a que 167 millions d'Indiens qui sont répertoriés dans des castes, donc c'est pas dominant, c'est important, mais c'est plus aussi dominant. Et vous voyez la classe moyenne, donc définition celle qui voyage à l'étranger, c'est 120 millions de personnes. Et les Indiens sont urbanisés à 31%, ce qui est très faible. La plupart des pays, c'est au-delà de 50%. Okay. Regardez le PIB par habitant. 2016, l'Inde a 1700 $ équivalent. Alors, il y a 50% en black. Donc, des fois, on parle de 3400, mais on ne sait pas très bien. Mais c'est un black qui n'est pas un black qui capte ou qui draine le pays. C'est un système de redistribution, paiement des fonctionnaires qui sont mal payés, etc. Donc, bon, c'est quelque chose que le président actuel essaie de nettoyer. Donc, comparé, vous voyez, à la Chine, 8100 $. Bon, la France, 35 000 $ par habitant. Donc, la Chine, c'est très cher. Un manutentionnaire indien dans une usine Renault, c'est 100 $ par mois. Le mec qui est vraiment qualifié, c'est 200 $ par mois. OK ? Donc, vous voyez, ça fait quand même une masse prête à travailler pour pas grand-chose. Et donc, ça va être le boom de l'Inde. Alors, revenons à cette annonce novembre 2016, brutalement, du jour au lendemain. Paf ! Je supprime le billet de 1000 roupies et de 500 roupies, qui faisait 86% de la masse monétaire en circulation, et je sors un billet de 2000 roupies. D'accord ? Du jour au lendemain. Donc panique, etc. Et on dit aux Indiens, vous allez dans votre banque et vous allez avec vos sacs de billets. Si vous avez plus de 10 000 roupies, 10 000 € équivalent en roupies, on vous pose des questions. Comment vous avez gagné tout ça, etc. Vous pouvez m'expliquer. Puis il y a une cellule de dégrisement, 40%. Je taxe. Et si c'est moins de 10 000 roupies, on ne vous pose pas de questions. Donc, c'était assez, vous voyez, avec 1,3 milliard d'habitants, ça fait quand même des personnes. Alors, ça crée foutoir pendant quelques jours, hein, on en a entendu parler. Mais, oups, 99% de la masse monétaire récupérée. Et le gouvernement avait parié qu'il y aurait un windfall, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on leur pose des questions trop et qui auraient brûlé ou bien mis leurs anciens billets dans les toilettes, comme nous avec les emprunts russes. Mais finalement, 99% est revenu. Donc il y a eu des tas de combines, on trouvait des gens dans la rue en disant « Tiens, je te donne 10 000 €, tu vas à la banque et tu me les rends, moins 5%, etc. etc., etc. » Donc, mais comme un effet positif, étant donné qu'il y a eu un chaos pas possible avec toute la masse monétaire, un coup de boost sur toutes ces applications de paiement digital. Donc ça, c'est une filiale d'Alibaba. Et ça, surtout, ça nous a permis de parler de ce qui se passe en dessous. Et ça, c'est Indian Stack. Donc c'est un écosystème impressionnant qu'on va regarder, qu'on va analyser. Donc c'est ce professeur Gaurav Raina, ITT Madras, ok, mec 40-45 ans, américain jusqu'au bout des ongles. Je vous rappelle, parmi les post-docs américains, il y en a 50% d'origine indienne. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant toutes les grandes universités indiennes comme ITT Madras? Ils vont recruter dans les campus américains. En disant, toi, combien tu gagnes? Ben, tiens, je pourrais te donner le même montant. Je te donne une super chaire. À IIT Madras, ça forme autant d'ingénieurs qu'en France, hein, chaque année. Et puis tu pourras faire le start-up, tu pourras faire des tas de choses. Et donc lui, il est rentré au pays. Vous voyez son pédigré. Et il a fait deux choses. Modestement, il dit, bon voilà, c'est nous qui avons lancé le nouveau système financier en Inde, que je vais vous expliquer. Et j'ai fait un MOOC pour former ces 600 millions d'Indiens qui vont arriver dans le jeu collaboratif mondial. Alors, comment ça s'est développé, ce nouveau système financier indien? Vous avez entendu parler de ce mot imprononçable, Aadhaar. Donc, démarre en 2009. Oui, oh, sacré challenge, etc. Et ça y est, il y a 1 milliard d'Indiens qui ont été digitalisés. Donc, il a pris la biométrie, l'œil, le pouce. Tout le monde a un 12-digit number. Et ça y est, c'est ma carte d'identité, etc., etc. Et ensuite, avec ça, vous allez voir, il y a une vidéo très bien,
ils ont fait des tas de leapfrog. D'accord? Et là, vous allez comprendre ce que c'est que le leapfrog. Le leapfrog, c'est pas quand on saute une technologie pour aller à une autre. Parce que là, on se dit, ouais, bon, c'est bien, ils n'ont pas besoin d'avoir d'agence bancaire, ou bien comme les Africains, voilà, ils ont fait du leapfrog avec M-Pesa. Mais c'est beaucoup plus que ça, et on le voit en Chine, c'est que vous n'avez pas les habitudes du passé. Nous, on est complètement des has-been avec nos petits bouts de plastique dans la poche. D'accord? Nous, on a commencé l'Internet avec un PC, donc on est complètement coincé quand on nous dit mobile first. On ne comprend pas. Et quand vous êtes passé directement au mobile et à des systèmes de paiement à la Bitcoin, à la nickel, etc., vous n'avez pas vos vieilles habitudes du passé. Là, je vous donne simplement un chiffre, là on revient de Chine. En Chine, l'année dernière, les paiements digitaux ont multiplié par 4 pour atteindre 8 trillions de dollars équivalents. Aux États-Unis, avec Apple, PayPal, etc., ils sont à 120 milliards. En Europe, on ne sait pas. D'accord? Voilà. Donc la FinTech, elle est où? Elle est là-bas, hein. Elle n'est pas ici. Alors, on va regarder ce petit film. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Donc ça, c'est un petit film qui vous présente tout le... India's fast-growing economy is home to more unbanked people than any other country. Since 2009, India has added new pieces to its financial infrastructure. It has built 3 interconnected layers: a biometric identity database, simplified payments addressing, Je vais recommencer, attendez, bougez pas. and market-wide digital payments interoperability. Together called India Stack, these new layers have the potential to bring dramatic change. C'est bon? To see how it works, let's meet Seema, a garment worker who migrated to Bangalore from a rural region of Odisha. As a migrant, she does not have a permanent address, and banks often require multiple ID documents to open an account. In 2009, the Indian government created the Unique Identification Authority of India, which has enabled over 1 billion residents, including Seema, to easily obtain an identity number linked to their biometric data. Using only her identity number and biometrics, Seema can now open an account quickly. And the electronic identity allows financial service providers to instantly conduct KYC checks. A second layer of infrastructure allows Seema to link her identification number, phone number, and bank account number under a simplified payments address. This address can be easily shared with her employer to receive her salary digitally. The third layer is a market-wide interoperable payments system. Seema can now use her phone to send money instantly to her mother, who has also recently opened an account at a different provider. Her mother can withdraw the funds in rural Odisha using only her ID number and her fingerprints. 2 additional layers are being added. The digital locker, where people can securely upload digital copies of personal documents, such as academic records, vehicle registrations, or birth certificates. And a new system for e-consent, enabling people to selectively share their personal documents and data. These new layers would allow Seema to share her key financial documents to apply for a loan or access other services. Together, the layers form a new national infrastructure connecting business, government, and hundreds of millions of people like Seema to the financial system. Bien, on va regarder les pièces du puzzle parce que il y a toutes les pièces du puzzle. Et on va surtout voir comment ça a été possible et qui a financé tout ça. Donc, ici, donc il y a Aadhaar à la base. Simplified Payment Addressing, c'est un peu notre Moneo, vous savez, qui est le défunt Moneo. D'accord? Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils n'ont pas fait ça contre les banques. Ils ont été voir les banques, ils leur ont dit, ben voilà, on va faire ça sous l'ombrelle de la Banque centrale indienne.
Et vous voyez vos structures de coûts. Quand un Indien il vient dans la branche pour faire une transaction, ça vous coûte 100 roupies. S'il le fait à l'ATM, au distributeur, là, ça vous coûte 8 roupies. Et avec ce système-là, qui est un système, je dirais, temps réel à la nickel, ça vous coûte 2 cents, 3 cents. Donc vous avez tout à fait intérêt à pousser ça auprès de vos utilisateurs, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est pas de dépenser des roupies avec des gens qui viennent dans votre argent, c'est de faire des prêts immobiliers, des prêts à la conso. Donc vous gardez le contact. Le compte de Nima, il est dans une banque. OK ? Donc ça, c'est vachement important. Donc depuis 2009, depuis qu'ils ont lancé Hadar, 270 millions de comptes bancaires ont été ouverts. D'accord ? Donc vous dites ça à un banquier, aujourd'hui, il ne comprend même pas, quoi. C'est des ordres de grandeur, c'est colossal. Et on n'est pas dans une structure à la M-Pesa. Appelez M-Pesa, c'est j'ouvre un compte chez Bouygues Télécom équivalent ou Nigeria Télécom, j'ai mis de l'argent en dépôt, je vous dois 2 centimes, je dis à Bouygues Télécom d'envoyer 2 centimes à monsieur machin. Mais comme tout le monde n'est pas chez Bouygues Télécom, les Africains, ils ont 3 ou 4 téléphones. Pour avoir 3 ou 4 simili comptes. Donc là, c'est des vrais comptes bancaires. Donc ça, c'est complètement dingue. Et donc, toutes les banques ont suivi le trend et ont adhéré au système. Donc, vous avez vu, hein, l'ouverture de compte, ça se fait en un clic. Le transfert, à un moment qui est à la campagne, qui a juste son identification number avec 12 caractères et son pouce, elle va à la banque, boum, on lui donne son cash. OK ? Et puis ensuite, vous avez le coffre-fort électronique. Hein, on a tous un coffre-fort électronique, hein, offert par ex-GDF, La Poste, machin. Mais c'est pas unifié, on ne sait pas combien de temps ça dure. Puis dès qu'on se débranche, on n'a plus de digital, quoi, donc on ne s'en sert pas. Voilà, Leapfrog. Et ça, c'est phénoménal. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette plateforme ? Les transactions représentent aujourd'hui 4% du Gross National Product. Et elles augmentent de 20% par mois. Bon, donc c'est pas encore tout à fait gagné, mais ça croît bien, ça croît vite. Donc, maintenant on va regarder l'autre aspect de cette révolution indienne, donc c'est comment former 600 millions de paysans qui ont entre 15 et 20 ans et qui ne parlent pas anglais au digital. Donc, on revient à notre professeur. Il a créé ce MOOC. Et c'est un MOOC dans lequel vous apprenez à faire des apps sur Android, sur iOS. Et il n'y a pas de prérequis. Et la promesse, c'est quand vous avez fini ce MOOC et que vous êtes parmi les, je crois, 10 000 premiers, vous avez un stage chez Microsoft, Infosys, etc. Donc la première promo, 90 000 élèves. D'accord ? L'ambition en 2020, 250 000 élèves par an. Donc comment il fait ça ? Il dit, vous vous rappelez, moi mon MOOC, moi je l'ai fait en anglais, hein, parce que moi je ne perds pas les 24 langues ou je ne sais pas quoi. Et ben, je vais faire du crowdfunding. Donc je demande à ceux qui ont eu le diplôme de remettre 100 roupies dans la machine et puis on va traduire le cours dans les 24 langages. Facile ? Voilà. Donc c'est assez impressionnant. Donc sur ce décollage, sur cette première partie, donc une personnalisation par rapport aux besoins locaux extraordinaires. Le besoin d'identité, quand vous êtes un Indien, vous n'avez pas d'identité, vous n'avez pas de carte d'identité, vous ruez quand Hadar passe dans votre village pour vous faire donner une carte d'identité. Et puis c'est très drôle, c'est là qu'on oublie toujours. Nous, on est d'un compliqué. Et moi, je pose bêtement la question, ah bon, mais vous avez pris quel standard ? Et avec les cartes Visa, etc. Il dit, mais attends. En Inde, 1% des gens ont des cartes Visa. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la carte Visa ? Nous, on a 1,3 milliard de personnes, ça va là, on va s'en occuper des Indiens. La connexion avec l'international, waouh ! Ça, c'est une très très grande leçon. Voilà, je vais passer la parole à Frédéric qui va vous parler du programme spatial indien. Merci Bertrand.
Donc Frédéric Lavaux, donc moi je suis veilleur chez InnoCherche. Donc dans tout cet ensemble InnoCherche, je m'occupe d'un think tank en particulier qui s'appelle les compétences du futur et donc qui va donner naissance à effectivement une partie de la veille, du décodage et de la transposition que vous avez ici. Et puis pour faire partie d'InnoCherche, c'est quand même intéressant de participer à ces voyages de veille et il y en avait un sur lequel j'avais vraiment envie d'aller qui était le voyage de veille sur l'innovation frugale et donc on s'est rendu avec Bertrand en Inde et on a vu effectivement, alors ce qui est assez incroyable, dans un endroit, donc on est tombé sur la Nouma. Donc la Nouma qui existe en France, a ses bureaux aussi à Bangalore et a transposé ce qu'il fait ici en France dans d'autres pays, donc dans une dizaine de pays je crois aujourd'hui. Ce Nouma nous a présenté le directeur du CNES France qui est en relation avec le programme spatial indien. Donc c'est ce que je vais vous présenter ce soir et puis la surprise finalement autour de l'innovation frugale. Alors, est-ce qu'on peut définir l'innovation frugale? Alors, la meilleure façon dont j'ai voulu parler ça, c'est à travers différentes petites histoires. La première, c'est finalement derrière l'innovation frugale et le programme indien d'ISRO, donc ISRO, le centre spatial indien. L'idée, ça a été de dire finalement, on lance des fusées aujourd'hui, à quoi ça peut servir et comment je peux effectivement répondre aux besoins du plus grand nombre. Donc en fait, au lieu de faire comme tous les Français, les Américains, etc., qui lancent des fusées pour dire, voilà, je suis le meilleur et je serai le premier à arriver sur la Lune ou sur Mars, eh bien, les Indiens ont pris le problème un petit peu autrement. Ils se sont dit finalement, quel est le plus gros souci que l'on peut rencontrer aujourd'hui? Et ils se sont dit, finalement, 53% de la population sont des paysans. Ça correspond à peu près à 17% du revenu. Derrière ça, en plus, nos paysans rencontrent de sacrés problèmes avec la mousson. Et il faut savoir que la mousson, là-bas, à un moment donné, quand elle arrive, elle peut détruire l'ensemble de la culture. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement offert à chaque paysan indien, comme c'est représenté ici, un téléphone à quelques euros. Et donc, il leur a donné un numéro d'appel, ils les ont envoyés vers un centre d'appel. Et dans ce centre d'appel, le paysan est capable d'avoir l'information sur son champ. Donc, il appelle une première fois pour donner la situation, où est-ce qu'il en est, etc. Le centre d'appel incrémente un certain nombre d'informations qu'il a de la part de la fusée spatiale, enfin des fusées qui sont des satellites qui sont en l'air. Et puis, au bout du compte, le paysan indien rappelle ce centre d'appel qui lui dit écoutez, la moisson n'aura pas lieu dans 10 jours, mais dans 5 jours. Donc, je vous invite à faire votre moisson tout de suite et pas dans 10 jours. Alors, la deuxième chose, c'est qu'en plus, regardez dans le haut du champ, votre production est un petit peu jaune, vous avez dû mettre trop d'engrais. Donc en plus, non seulement le paysan sait qu'il doit faire sa mousson, mais en plus il sait qu'il doit économiser sur l'engrais dans tel endroit, peut-être rajouter de l'eau à tel autre endroit. En tout cas, la notion d'innovation frugale, et en tout cas c'est la manière dont je l'ai perçue, dont on l'a perçue, c'est effectivement répondre aux besoins du plus grand nombre. Donc aujourd'hui, les paysans, grâce au fait que les Indiens puissent envoyer des fusées et des satellites, ont la capacité de répondre aux besoins de leurs paysans pour pouvoir produire plus. Donc, premier thème, répondre aux besoins du plus grand nombre. Deuxième chose, répondre aussi à un prix plus accessible pour tous. Donc, faire en sorte que, finalement, tout le monde puisse avoir accès. Alors, il faut rappeler effectivement que derrière le programme indien, c'est les années 60 avec le général de Gaulle, le général de Gaulle qui a invité les Indiens à venir participer au programme. Derrière Ariane, tous les plans d'Ariane et même du centre de Kourou ont été donnés aux Indiens. Ils ont développé avec nous l'ensemble de leurs nouveaux lanceurs. Ils ont participé aussi avec les Russes puisqu'on a eu des petits soucis avec les Indiens dans les années 70, je crois. Donc il y a eu une petite rivalité. Donc en tout cas, à aujourd'hui, ces gens-là sont capables d'envoyer pour à peu près 4 à 10 fois moins cher, tout dépend comment on se situe, des satellites autour de la Terre avec un niveau de qualité identique à ce qu'on sait faire au niveau des Européens ou des Américains. Alors je vous raconter des petites histoires. Là, il y en a une toute simple. Un jour, les Indiens essaient d'envoyer une fusée pour lancer des satellites. Malheureusement, petite fuite au niveau des réservoirs du lanceur.
Qu'est-ce qu'on fait en France, aux États-Unis? On dit, ben voilà, on arrête, on convoque 15 auditeurs, on rentre la fusée, des analyses dans tous les sens, globalement, entre 6 et 9 mois avant d'arriver à quelque chose. Ben là, chez les Indiens, on se dit, ben, qui a construit ce réservoir? On s'aperçoit que c'est 2 petits retraités qui ont 70 ans. On les appelle, on leur dit, est-ce que vous ne pourriez pas venir? Les petits retraités arrivent, regardent le réservoir, ils analysent le réservoir, ils se regardent. On dit, mais il pose 2-3 questions, dont quelle est l'essence, enfin, le carburant que vous mettez à l'intérieur. Ah, vous avez changé de type de carburant. Ah, intéressant. En fait, si vous changez de type de carburant, nous, on avait construit le réservoir pour tel type de carburant. Donc, changer le métal, augmenter la quantité de métal que vous mettez du carburant dans les réservoirs, et vous pourrez repartir. Alors là, imaginez au CNES, imaginez à la NASA faire ce genre de préconisation. Vous êtes parti pour quelques mois avant de dire on va analyser, on va refaire. Ben, chez eux, le directeur du centre spatial dit ok, très bien, pas de problème, on y va, on renforce les réservoirs et on relance. 2 mois après, la fusée est repartie, elle a lancé et au niveau qualité, bien sûr, pas de souci particulier, l'ensemble des satellites ont été lancés. Alors, il faut savoir qu'on a ici des gens relativement performants, puisque dans les derniers lancements, ils ont été capables de mettre en orbite plus de 100 satellites en une seule fois. Ça a été un des meilleurs lancements réalisés, en tout cas ici. Alors, dernier point pour répondre à ça, donc à l'innovation frugale, c'est aussi, on a déjà abordé le sujet, répondre sans dégrader la qualité. Effectivement, on peut imaginer que des gens qui travaillent sans processus, sans a priori d'organisation, finalement, on peut se dire, finalement, la qualité en est réduite. Alors, finalement, derrière tout ça, on s'aperçoit que ces gens là, sont en train de mettre en place un nouveau programme. Le dernier programme, c'est le lancement d'Orbiter. C'est un satellite qui doit aller sur Mars. Ils ont construit une petite voiture qui doit rouler sur Mars. Les Américains construisent le même programme. Finalement, à la fin de la journée, le programme indien est en train de se monter et presque terminé pour 75 millions de dollars. Pour faire la même chose à aujourd'hui, les Américains ont mis un budget de 670 millions de dollars. Donc voilà la relation entre les deux, 75-670. Donc des gens qui a priori n'ont aucun processus, qui derrière ça, on se demande comment ils arrivent à faire leurs éléments, mais tout simplement, ils utilisent ce qu'ils ont en abondance chez eux pour pouvoir le faire. Alors, donc je vous l'ai déjà dit, 70 000 lancements réussis, c'est à peu près le même niveau de réussite à aujourd'hui que les Européens, que les Américains. Des coûts de lancement 4 à 10 fois moins chers. Donc voilà, quand on veut parler d'innovation frugale, finalement, il faut réfléchir un petit peu différemment. En tout cas, c'est l'éducation que j'ai sortie de ce voyage de veille. Alors, l'enseignement, finalement, pour conclure en termes de management frugal, on retrouve aussi cette notion de management frugal, non seulement en Inde, mais on va aussi le voir se développer à part d'autres aujourd'hui. En particulier, je pense à Tesla, à nos amis qui lancent les satellites. Est-ce que, quelque part, quand ils prennent le marché à la NASA, est-ce qu'ils n'ont pas, quelque part, appliqué une certaine frugalité dans leur développement, en ayant des prix beaucoup plus accessibles et en ayant des qualités aussi bonnes que les grandes sociétés. Donc, finalement, quoi ressortir de l'Inde? Je crois qu'on a effectivement, la première chose, c'est bien comprendre les usages, répondre aux usages de la plus grande quantité, l'innovation frugale. La deuxième chose, c'est effectivement répondre avec une notion de qualité et beaucoup d'agilité, à introduire cette notion d'agilité. Et puis, bien sûr, la notion d'utiliser ce que l'on a en abondance à côté de soi, puisque si on veut produire à des coûts avantageux, encore faut-il trouver la notion d'abondance. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs à propos de la quid, puisque sur la quid, effectivement, ce qu'on a en abondance en Inde, c'est des hommes. Donc pourquoi mettre des robots alors qu'on a plein d'hommes à des tarifs très avantageux et qu'on peut faire travailler? Donc voilà en tout cas le programme ISRO, Centre spatial indien, vu sous un angle d'innovation frugale pendant cet excellent voyage de veille que je vous invite à faire la prochaine fois ou même un autre voyage de veille.
Merci Frédéric. Alors, on va parler d'Infosys, BPO et AI. Alors, j'ai traduit pour ceux qui ne sont pas domaine informatique, Business Process Outsourcing. Donc, c'est tout ce que les grosses boîtes ont fait à partir du début des années 90, c'est-à-dire que mes process à moitié standardisés qui me coûtent une fortune en Europe, je les envoie en Inde chez Monsieur Infosys, qui va mettre des tas de petits Indiens payés 100 € par mois, et je vais faire des tas d'économies. Donc, on a fait ça. Et c'est intéressant de voir que c'est eux-mêmes qui sont en train de mettre de l'intelligence artificielle pour simplifier les choses. Vous avez reconnu, donc sympathique, c'est la place Saint-Pierre, mais c'est à Mysore. Okay, donc vous faites 4 heures de bus en quittant Bangalore, et vous arrivez dans une gated communauté à l'américaine, et vous avez cette université, là c'est qu'un bout, où ils forment 30 000 ingénieurs par an. Okay, donc c'est impressionnant. C'est nickel chrome, on mangerait par terre, il y a des gens qui les nettoient la moindre petite feuille, c'est plus beau que Stanford, voilà. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils forment leurs 30 000 ingénieurs, et ça correspond exactement à leur turnover de 15%, ils sont 200 000 employés, 15%, ça fait 30 000 ingénieurs formés chaque année. Alors l'histoire de Infosys, vous voyez, fondée en 1980, donc tout le début des Indiens. Au début, donc, ils font de l'IT, okay, puis ils font du BPO, et puis ça y est, ils font du consulting avec de l'intelligence artificielle et du design thinking. Et vous allez voir, donc les chiffres sont impressionnants. Aujourd'hui, donc 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 2,1 milliards de profit. OK? Donc ça se porte bien, a priori, tout va bien. Mais le BPO, c'est une concurrence acharnée. Parce que vous imaginez un Infosys, quand on se paye une université comme ça, c'est pas gratuit. Puis il faut ouvrir des bureaux à travers le monde pour aller faire venir les clients, etc., etc. Et malheureusement, les contrats de BPO, donc les Tier 1 BPO, il y a 10 sociétés qui ont plus de 20 000 employés, c'est ceux-là, là on les appelle les Tier 1. Et ensuite, il y a des BPO qui sont petits, mais pas si petits que ça, qui ont environ 20 000 employés, 10 000 employés. Et donc, dans la vie d'un contrat, il y a toute l'acquisition. Donc, ça, c'est compliqué. On envoie des ingénieurs à l'étranger pour bien comprendre les process. On ramène les process en Inde. On optimise. Et là, tous les contrats, ils disent 50-50 pour les gains d'optimisation. Et ensuite, on arrive très vite aux 5 ou 8 ans en termes du contrat, renégociation. Et là, les petits futés des tier 2, qu'on ne connaît même pas, hein, c'est des noms inconnus, ils vont voir le client, ils disent écoutez, moi j'ai pas besoin de venir vous voir à Bruxelles ou à Paris, vous êtes là à Bangalore, et par rapport à Infosys, vous avez vu comme c'est coûteux, moi maintenant que le process est hyper bien standardisé, etc., je vous fais ça pour 2 fois moins cher qu'Infosys. Donc Infosys, c'est un combat très dur par rapport à ces locaux. Alors, ils se lancent dans du design thinking, et on a eu une demi-journée de formation de design thinking, et ils ont formé 80% de leurs ingénieurs au design thinking. Donc je vous rappelle les ordres de grandeur, 80% de 200 000. D'accord? Donc ça commence à faire. Là. Donc ils savent design thinker. Et donc toujours les 3 cercles du design thinking, très bien vu. Et ils vont faire toute cette montée en gamme. Donc au début, ils commencent ce concept de zéro distance. Ils disent à leurs clients, vous savez, nous on est formés au design thinking, mais en fait, toi tu me demandes ça, mais ce que tu désires vraiment, c'est ça, et puis économiquement, on va peut-être bouger comme ça. Donc, travaillons ensemble pour définir vraiment ce dont tu as besoin. OK? Donc, ils font du re-engineering de process avec le client, et puis à la fin, ils se disent, intelligence artificielle, parce qu'ils ont formé beaucoup de leurs ingénieurs à l'intelligence artificielle. Donc, si on prend la deuxième branche qui est machine learning, c'est anomaly detection, ça marche vachement bien. Donc, plutôt que de surveiller toutes les étapes de votre process, je ne sais pas si vous avez travaillé avec un grand groupe, mais c'est rigolo comme tout. Il faut faire une propale, ensuite on vous envoie un bon de commande, alors ensuite on signe le bon de commande, puis ensuite on envoie la facture par rapport au bon de commande, et des gens qui vérifient tous les process. Donc vous laissez la machine naviguer dans tout ça, et au lieu de vérifier 100% de tous les paiements, vous allez vérifier que 5%, 7%. Et donc ça me permet, in fine,
quand je fais mon design thinking, que ça soit Infosys qui regagne le contrat la deuxième fois. Voilà l'ambition. Pas mal, hein? Donc, vous connaissez beaucoup de boîtes en France, dont 80% des ingénieurs sont formés au design thinking? Ça se saurait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les salaires? Et si vous avez suivi la presse, c'était très amusant, ça s'est passé quand on était là-bas. Donc, vous avez des sites où on vous raconte, voilà, un ingénieur BPO junior, c'est $2000 par an, un médian, c'est $4000 par an, un senior, un bon chef de projet, c'est $20 000 par an. Et puis, il s'est passé quelque chose, vous avez vu la télé, il y a 45 qui a été élu, là. Et 45, il a dit « Make America great again, those guys who eat the job of the American, no way ». Donc Infosys a eu peur. Parce qu'il y a quand même dans la première phase, où vous transférez les process, vous envoyez, je sais pas moi, 20 ingénieurs indiens, 3 mois aux États-Unis pour qu'ils fassent toute la phase de transition. Et si Oncle Sam ne donne plus le visa temporaire, ben, ça ne va pas le faire. Donc ils se sont dit, on n'a pas le choix. Et donc ça, c'était l'ancien, parce qu'il s'est fait virer juste au moment où on était là-bas. Infosys bet big en Amérique, parce qu'il s'est dit, bon, il n'y a pas le choix, on va aller recruter des chefs de projet bien américains à $150 000 par an. Donc vous voyez l'écart. Hein. Vous avez vos grands chefs que vous avez formés chez vous à $20 000 et vous allez recruter des gens à $150 000. Donc dans la presse indienne, ça passait pas très bien. Et surtout, l'ancien actionnaire, qui était toujours là, celui qui avait fondé la boîte en 81, et ben finalement, il a viré le nouveau patron. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Toi, ils n'ont pas complètement fermé le territoire américain. Hein, c'était juste du gesturing de M. Trump. Et donc, voilà, il a été viré. Donc, pour finir, donc ça, c'est différent des images. Vous voyez, ça, c'est la salle de classe. Ça, c'est le cinéma. Voilà. On dit quel peut être le prochain pivot d'Infosys? Ben, potentiellement, mais c'est une boutade, je vous rassure, c'est demain, ils font le Stanford, parce que 30 000 étudiants, fils à papa américains à 30 ou 40 000 $ par an, ça commence à faire du fric. Voilà, donc s'ils sont fait piquer tout leur marché par les BPO low cost, ils pourraient faire ça. Alors, on va parler de la Quid. Donc voilà la Quid. Alors, l'origine de la Quid, c'est simple, en pleine crise. Vous vous rappelez 2008-2009, on annonçait les faillites de tous les constructeurs automobiles, etc. Et Carlos Ghosn lance devant ces deux équipes, Renault et Nissan, un challenge en disant « Faites-moi la voiture à moins de $4 000 ». Ok, on a fait Dacia, on est descendu à 7600, mais je veux vraiment, on coupe ça par deux, faites-moi la voiture à $4 000. Et donc, les équipes Nissan, ils ont dit bah, « Tiens, on va faire comme Dacia ». Donc on va prendre un modèle bien prouvé, la Micra, et on va réutiliser 97% des pièces. Et puis comme ça, on va faire une bagnole low cost. Et de l'autre côté, côté Renault, il y a M. Gérard de Tourbet qui, lui, avait fait la Dacia à l'époque. Et qui a dit non, ça ne va pas le faire. On aura beau aller travailler en Inde, on ne tombera jamais en dessous de 5 000 ou 6 000 $. Et donc, aujourd'hui, il a 71 ans, cet homme-là. Et donc, il retourne voir Carlos Ghosn, il dit non, ça ne le fera pas. Donne-moi 450 millions de $ et je vais redéfinir la bagnole. Un redesign complet de la bagnole. Carlos dit non, c'est pas les règles du jeu, tu n'as aucun crédit, tu réutilises. Donc lui, il est têtu comme une brique. 6 mois après, il revient, il dit t'as vu? Il a une crédibilité folle là-dedans. Voilà, prix de revient 2800 $, prix de vente 3600 $. Tu veux? Ouais, je veux. Donne-moi 450 millions de $. Donc finalement, il les a eu, ces 450 millions de $. Et il part là-bas en Inde, et là, il part là-bas pour casser les codes. Il ne part pas là-bas pour faire ultra low cost avec des Indiens payés pas cher. Il passe là-bas pour casser les codes. Et donc, il s'entoure au début de 20 ingénieurs super reconnus dans leur métier pour dire, bon, on va tout réinventer. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre ce qu'ils ont cassé et ce qu'ils ont gardé. Bon, donc, ça, c'est des slides de chez Renault. Voilà, donc il y a pour le client les précautions, la belle technique, les habitudes, quoi. On passe jamais, quoi, sous la barre des 3500 $. Et puis là, le travail en silo, hein, on connaît tout ça, donc il y a le gars de la prod qui dit ce sera 95% d'automatisation ou rien. Donc il dit on arrête ça, on met tout le monde sur le même plateau,
et on redessine le truc. Alors voilà les codes qu'ils ont cassés. Code numéro 1, parce que la Kwid, elle est vendue sous la marque du Losange, dans le réseau Renault, avec une garantie Renault de 2 ans. Donc, dans les façons de faire Renault, il faut que ça passe 3 étoiles. Et il ne passait pas le 3 étoiles. Donc le gars, il avait au bout du fil, il dit, tu viens ici, viens voir ce qui se passe ici. Il dit, voilà, ici, l'alternative à ça, c'est ça. Un papa, il a le casque, les enfants, ils n'ont pas le casque, la maman, elle n'a pas le casque. Et voilà, 140 000 morts par an. OK? Donc même s'il n'y a pas 3 étoiles, ma bagnole, ça sera beaucoup mieux que ça. Hein. OK? Donc, et puis, il n'y a aucune norme indienne qui me dise qu'il faut avoir 3 étoiles. Donc, tu m'embêtes. Alors, je pourrais mettre des longerons et avoir les 3 étoiles, mais tu m'embêtes, c'est pas la peine. Ensuite, il dit, quel est le connard qui m'a dit qu'il fallait 5 boulons à une roue? Un boulon, c'est 100 roupies, vous m'embêtez. Ah si, non, en Formule 1, ils en ont un. Vous allez mettre un boulon. Ah, t'es fou. Donc, ils ont fini avec 3 boulons, comme la 2 chevaux. Règle numéro 3, chez Renault, tous les rétroviseurs sont électriques. Alors, c'est un coup de fil, toujours la même chose, un mec de Paris. Non, il faut que tu mettes des rétroviseurs électriques. Il dit, t'es où, toi? T'es à Paris? Prends ton avion, viens voir. Et le lendemain, il balade. Alors, c'est une expérience. Hein. Se balader à Chenaille, on croit mourir. T'as vu comment ils conduisent? Donc, tu regardes devant et tu klaxonnes. Et les rétroviseurs, tout le monde les rabat. Donc, j'ai pas besoin de tes rétroviseurs électriques. Tu m'embêtes, je ne vais pas claquer 2 fois 4,70 € pour tes rétroviseurs électriques. Et ensuite, au niveau process engineering, ils ont dit jamais plus de 3 coups de presse. Parce que ça coûte quand même cher, tous ces moules, ces machins, etc. Et donc, ils arrivaient à travailler. Parce que chez Renault, c'est compliqué. Hein. Vous avez les gens du manufacturing, supply chain, process engineering d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez les gens du produit, marketing, vente de l'autre. Et donc, c'est les divas qui disent non, je voudrais une aile galbée comme ça. Puis l'autre, il se rue sur sa machine de CAO. Il dit non, 4 coups de presse, t'arrêtes ton galbage comme ça, tu peux aller comme ça. Voilà. Et donc, ils y sont arrivés. Et puis ensuite, alors il regrette, Gérard de Tourbet, si vous lisez son bouquin, il dit au niveau process engineering, j'ai pas suffisamment cassé les codes. Parce qu'in fine, cette voiture, elle est produite dans une usine Nissan. L'usine est 70% Nissan, 30% Renault. D'accord? Donc, ils en produisent 140 000 par an. Et quand vous rentrez dans l'usine qu'on a visitée, vous avez la chaîne de montagne Nissan, comme toutes les chaînes de montage, et à côté, la Kwid. Alors, première différence, au début, vous savez, quand ils montent la carrosserie, là, ils font tous les soudures, il n'y a pas de tapis roulant. Il y a des petits chariots qui passent d'un poste à un autre. Ça coûte 100 € par mois. Il y a pas mal des tapis roulants, il n'y a pas le payout, etc. Deuxième différence, les fers à souder, c'est les mêmes, mais il y a des hommes. C'est pas complètement robotisé. Là, c'est très intéressant parce qu'on a creusé un peu le truc. Et pourquoi on se dit, mais pourquoi finalement dans un pays à bas coût, ils n'arrivent pas à faire des robots à bas coût, d'accord, et des moules à bas coût? Eh ben non, aujourd'hui, quand vous voulez avoir un moule de qualité, c'est tel japonais, et un robot soudeur de qualité, c'est tel allemand. Mais c'est pas vrai partout. Quel est le premier fabricant de robots aujourd'hui dans le monde? Foxbot, filiale de Foxconn, le chinois qui fait tous les Apple, les machins, etc., qui a 1 million d'employés. Et il veut remplacer 1 million d'employés par 1 million de robots. Donc lui, il s'y met. Donc il va faire de la masse. Mais ce n'est pas des robots soudeurs, etc., etc. Donc assez passionnant. Donc on casse les codes, mais pas tout. Alors il faut vraiment se mettre... On s'est bien plongé dans la culture Renault. Donc qu'est-ce qu'on a cassé? Design 100% local avec 12 expats experts. D'accord? Et Gérard de Tourbet disait, produit, je les emmerde, c'est moi le produit. Ok? Plateau 100% dédié. Alors, c'est classique, oui, mais vous allez au Technocentre chez Renault, hein, normalement c'était des plateaux partout, ben, c'est pas vrai, maintenant ils ont fait des silos, et un ingénieur Renault, il travaille sur 5 projets. Il n'est pas 100% dédié à une bagnole. Autonomie du projet total. 2 fois Gérard de Tourbet, il est retourné voir Carlos Ghosn. Il dit, la madame, bande de cons, vous me faites chier, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Dire-moi japonais, il fait chier, bon, le japonais t'es viré, fais-moi pas chier avec ça, faites-le pas chier avec ça. Il y a même eu une résolution du COMEX sur l'histoire du rétroviseur électrique. Il est monté au COMEX de Renault. Voilà. Redesign tout, carrosserie, moteur, powertrain. Ça, vous ne faites jamais. 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 OK?
toutes les voitures, même la Twingo, on ne refait pas les 3 choses en même temps. Carrosserie, moteur, powertrain. D'accord? Sinon, vous allez dans le mur. La Laguna, la première Laguna, ils ont refait les 3. Et lui, il a refait les 3. C'est un moteur 3 cylindres, une boîte automatique tirée de mobilette, d'accord? Et un powertrain et une carrosserie tout à fait originale. Et regardez ça. Fournisseurs 100% locaux, ça c'est normal. Et nouveau. Donc ils ont fait comme Apple au début. Apple, quand il est arrivé en Chine, il a pris une boîte d'engineering irlandaise et il a dit, trouve-moi les bons fournisseurs. Donc là, ils ont fait la même chose. Et le mec, il a dit, ouais, écoute, là, pour ton machin sous le capot, il y a cette boîte indienne qui fait des grille-pains. Je crois que si je leur explique un peu les choses, ils pourraient arriver à faire. Et ils n'arriveront pas avec le mindset d'un Valeo ou d'un Faurecia. OK? Donc, il n'y a aucun, parmi les fournisseurs, il n'y a aucun des grands noms que vous connaissez. Et ça a fait très, très mal. Donc, il a inversé, 97% des pièces sont neuves. Par rapport à Dacia, où 97% des pièces sont récupérées. OK? Design to cost. Donc, on déchire les cahiers des charges. Alors, quand vous dites ça aux gens de Renault, ils hurlent, ils disent « Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a dit que les cahiers des charges n'étaient pas obligatoires. » Bon, d'accord, donc vous les avez déchirés. Non, ils n'étaient pas obligatoires. Donc, ça veut dire que le fournisseur, il pouvait proposer quelque chose en dessous. D'accord? Et ils font du design to cost. En disant, voilà, j'ai calculé ma voiture à 2600 € de coût, donc tu as 32,50 € pour le siège avant droit. Qu'est-ce que tu me proposes? Bon, il y a la boîte en carton avec une planche en bois, ouais, tu pourrais faire un peu mieux, et puis voilà. Design to cost. OK? Parce que vous verrez dans la voiture, il y a un écran 12 pouces, hein. Donc ça, ils ne vont pas mégoter. Et par contre, là où ils pouvaient mégoter, ils ont mégoté. Mais par contre, ce qu'ils ont gardé, 48 mois conception produit. Ça, c'est une règle. 48 mois conception produit. Et ils l'ont fait. Et certification qualité. Et à la fin de la ligne de prod, vous avez une Nissan qui sort là, une Kwid qui sort là. Et c'est les mêmes ingénieurs chinois, japonais du processus qualité qui certifient la bagnole. Waouh! OK? Alors, tout n'est pas merveilleux parce que, et là, on discutait de ça l'autre jour, quand la Kwid, ils construisent une unité Kwid au Brésil. Et là, ils ont eu 1 an de retard. Parce que comme leur méthode de transfert qui était basée sur des cahiers des charges, il n'y avait plus de cahiers des charges, il y avait des trucs qui ne collaient pas. Donc, ils apprennent. Hein. Mais c'est quand même assez extraordinaire d'être le seul constructeur au monde à être capable de faire des voitures comme ça. Alors, vous me dites, oui, mais Tata, ils savent faire des choses. On va voir ça. Donc, vous voyez, elle est belle, 3600 €, 2 ans de garantie. Et c'est toujours la même chose. Comme c'est tellement peu cher, j'ai économisé tellement d'argent que le prix moyen, je crois qu'il est à 4007, 4008. Parce que le mec, il se lâche sur les chromes, sur les phares, les machins. La 4x4. Vous avez une option 4x4. OK? Voilà. Le design count. Voilà. Ça, c'est la Tata. Nano Tata. 2200 $. Fiasco. Pourquoi? Parce qu'elle a des roues d'une poubelle, diamètre d'une poubelle. Et 50% des acheteurs indiens, c'est des primo-accédants. Donc quand je casse ma tirelire, 30 ans d'économie, je ne veux pas arriver au village en ayant l'air d'un plouc, quoi. Voilà. Vous voyez la taille des roues, à peine plus grosse que celle-là et plus petite que celle-là. OK? Donc un fiasco. Donc ils en vendent, vous voyez, ils vendent 5000 bagnoles par an. Et eux, ils en vendent 140 000. Donc 110 000 vendus en 2016. Leur objectif, 1 million de voitures en 2020. 1 million de voitures à 1 000 € de marge par voiture, ça fait 1 milliard, c'est pas mal. Le groupe Nissan, Renault, Mitsubishi, etc., c'est l'objectif 10 millions de voitures. Donc est-ce que la Kwid va venir en Europe? La réponse est non. Est-ce que la Kwid peut venir en Europe? La réponse est oui. Donc, comme les Américains disent, ils push comme tout cheveu, hein, si la bagarre devient forte en Europe. Eux, ils sortent ça, et les autres concurrents, t'as une bagnole comme ça, à 3600. Vous prenez, vous l'achetez. Hein. Donc, au Brésil, ils la vendent comme le SUV compact. Voilà. Et next, donc, l'homme de l'année, Gérard de Tourbet,
À 71 ans, il part en Chine, il va faire la couille d'électrique, 7 000 $, 300 km d'autonomie, 2020. Vous vous rappelez là, dans un petit pays qui est la France, il y a un petit ministre qui a dit plus de voitures à explosion en 2040. Oh, tout le monde dit, il est fou, il est fou. D'accord? Mais tout le monde s'en fout dans le domaine de la voiture, parce que le marché français, c'est gros comme ça. Le marché indien et le marché chinois, tous les deux, ils ont dit 2030. Waouh! Ok? Vous avez compris où est l'avenir, là, sur ces designs. Voilà, monsieur de Tourbet. Alors, pour finir, donc je crois que c'était mon 28e voyage, et à chaque fois, on se prend des claques. C'est marrant, parce que bon, j'avais été un bon élève, j'avais lu Innovation frugale, Naviraju, j'avais écouté Naviraju, mais le voyage, tant que tu n'as pas fait ton voyage, tu n'as pas fait ton voyage. Hein. Vous savez, quand un gars dit « je vais te raconter, regarde mes photos », tout le monde s'en fout, quoi. Okay. Donc là, vous êtes souriant, vous êtes gentil, mais vous êtes l'homme qui a vu l'ours. Hein. Donc, ah tiens, j'ai vu Bertrand, il revenait d'un, il était tout petit comme ça. Vous allez en parler à vos enfants, à votre conjoint ce soir, et demain matin, il ne se passe rien. Vous êtes bien d'accord? Jusqu'à ce que des scuds arrivent dans votre marché, vous dites « merde, moi aussi, je suis attaqué ». Et là, vous allez dire bah, « sois courageux ». Viens voir l'ours, droit dans les yeux, tu vas voir à quelle vitesse il court et pourquoi il veut manger ton lunch. Alors, qu'est-ce que j'ai vu, moi? Donc, il faut regarder le monde, vous voyez, un peu différemment. Donc ça, c'était dans un ascenseur. Pas de process qualité. Niet, zéro, nada. Même statistique de fiabilité de lancement que les Européens et les Américains. Coût divisé par 6. Trouvez l'erreur. Hein, trouvez l'erreur. C'est un marché mondial, hein, le lancement de satellites, vous voulez mettre un satellite là-haut, vous pouvez faire 3 coups de fil. Hein. Allô les Européens, c'est combien? Allô les Indiens, c'est combien? Allô les Américains, c'est combien? D'accord? Eh bien, il était une fois des assureurs assez conservateurs qui, au lieu de faire leur boulot d'assureur, de regarder des statistiques, qui sont à 95,6% comme les autres, ils disent non, tu n'as pas de process qualité, donc je ne peux pas t'assurer. C'est drôle, hein? Bon, ça ne va pas durer très longtemps, mais c'est comme ça. Donc voilà, ultra low cost, elle est belle. Donc c'est pas synonyme de poubelle. Ok? Et puis ça, c'est extraordinaire. Chez InnoCherche, on disait toujours innovation come from the fringe, c'est pas un acteur en place qui peut faire la disruption digitale, etc. Et là, contre-exemple, blang. Bank of India vous invente la plateforme du futur. Voilà. Donc eux aussi, ils veulent manger notre lunch. Donc vous aussi, faites des voyages de veille. Donc on part très bientôt en Silicon Valley, là. Et puis ensuite, on va au CES, et ensuite, on va en Israël, et puis on va au SXSW, on recommence. Question.